Vas-y. Merci Yves, merci. J'espère que cette fois-ci, ça va fonctionner. Je voudrais vous parler de comment réduire la mortalité maternelle et néonatale en Afrique. Diapo suivante. Diapo suivante. Oui. Alors, l'agenda, il y aura une introduction, le contexte. Je vais passer en revue les processus d'amélioration de la qualité des soins, les stratégies et plans pour mettre fin aux décès maternels et néonataux évitables avant de conclure. Bon. La mortalité maternelle et néonatale demeure encore très élevée dans les pays en région africaine. Pourtant, on connaît les interventions pour réduire cette mortalité et on a malheureusement une couverture et la qualité de la mise en œuvre de ces actions qui reste encore insuffisante pour pouvoir produire l'impact qui est attendu. La précédente, s'il vous plaît. On va un peu trop vite. Malgré les efforts en cours dans les pays pour améliorer cette santé maternelle et néonatale, on voit que les progrès sont encore très lents et ne permettront pas d'atteindre les objectifs mondiaux de 2030, qui sont d'ailleurs pour dans quelques mois, quelques années, alors que nous avons eu la même situation pour les objectifs du millénaire pour le développement en 2015. Il est donc impératif d'identifier les actions appropriées pour accélérer la réduction de la mortalité des mères et des nouveau-nés. Suivant. Dans quel contexte se passe cette situation dramatique? Quelques chiffres, environ 260 000 femmes sont décédées pendant ou après une grossesse ou un accouchement en 2023. 70% de ces décès maternels sont survenus en Afrique subsaharienne et 2,5 millions de nouveau-nés meurent chaque année et plus de 2 millions de ces mortines-naissances concernent les enfants dans notre contexte. En 2023, 45% des décès de nouveau-nés et 60% des décès maternels surviennent dans des conditions de fragilité et de crise humanitaire. 30 millions de nouveau-nés de faible poids de naissance ou malades ont besoin d'accès à des services de qualité chaque année. Pourtant, on connaît bien les causes des décès. Les causes de décès chez les mères, c'est d'abord l'hémorragie grave, les infections, l'hypertension artérielle pendant la grossesse avec ses complications de prééclampsie et d'éclampsie, les complications de l'accouchement et l'avortement non sécurisé. Chez les nouveau-nés, c'est la prématurité. Je reviendrai là-dessus avec les conséquences de l'asphyxie périnatale, les infections encore une fois et les anomalies congénitales. Pour les causes de mortine-naissance, ce sont les complications de l'accouchement. On revoit encore ici les infections maternelles, les affections maternelles telles que l'hypertension artérielle et le diabète gestationnel, le retard de croissance fœtale et les anomalies congénitales. Pourquoi ces causes qui sont connues depuis plus de 30 ans persistent dans notre environnement? C'est parce qu'il y a quelques déterminants qu'il faudra relever. D'abord, l'insuffisance de financement. La plupart des pays d'Afrique s'étaient réunis en 2001 à Abuja et ont décidé de consacrer 15% du budget de l'État à la santé. Malheureusement, lorsqu'on prend les derniers chiffres que nous avons retrouvés dans la zone CEMAC, qui est de l'Afrique centrale, ce montant est à 3,5 et 6,1%. Il existe une disparité régionale et même au sein même d'un pays de la disponibilité des ressources humaines, mais également de la répartition des équipements. Il manque des équipements modernes. Il existe des insuffisances d'infrastructures de santé dans certains pays, la pénurie de médicaments et de produits pharmaceutiques, le manque d'énergie électrique et d'eau potable peut être également un frein important à la mise en œuvre de ces stratégies, l'insuffisance de systèmes d'information et de communication et l'inadéquation entre infrastructures, ressources humaines et équipements. Si on parle de la qualité des services de santé, en comparant ce qui se passe dans les pays à revenus élevés, où on sait que environ un patient sur 10 subit un préjudice pendant les soins de santé, cette situation est beaucoup plus importante
dans les pays de l'Afrique subsaharienne concernant les structures de santé, concernant les difficultés liées aux gens et concernant également le nouveau-né, où certaines procédures néfastes ou de manque de soins respectueux, parfois de négligence et même de séparation des parents, peuvent être à la cause d'une mauvaise qualité des services de santé. Pour cela, il y a un certain nombre de facteurs qui empêchent les femmes de recevoir ou de demander les soins pendant la grossesse et l'accouchement. Et ceci va permettre de comprendre les défaillances du système de santé qui vont se traduire par une mauvaise qualité des soins, y compris un manque de respect ou parfois même de la maltraitance. Il existe des déterminants sociaux, y compris le revenu, l'accès à l'éducation, la race, l'origine ethnique, les inégalités liées au genre et les facteurs externes tels que les crises climatiques, les crises humanitaires qui peuvent contribuer également à l'instabilité et à la fragilité des systèmes de santé. Pourtant, nous avons adopté tous l'objectif de développement durable dont la cible 1 et la cible 2 étaient de mettre fin au décès évitable des mères, des nouveau-nés et des enfants. Cela nécessite pour cela une qualité des soins et une couverture suffisante des interventions. Les pays et les institutions se sont engagés à prendre des actions concrètes pour l'atteinte de ces objectifs. Qu'en est-il aujourd'hui? Suivant. Lorsque vous regardez ici les diapositives, cette diapositive où il s'agit des chiffres du Gabon, nous avons la mortalité maternelle pour 100 000 naissances vivantes qui est passée de 316 en 2011 à 399 en 2021. Et quand on regarde le taux de mortalité des nouveau-nés, nous sommes passés de 26 pour 1000 naissances vivantes en 2011 et nous sommes actuellement à 18 décès pour 1000 naissances vivantes en 2021. Alors que les camemberts ici en vert, ce sont les cibles qu'on doit atteindre. Pour le nouveau-né, c'est 12 nouveau-nés qui doivent décéder pour 1000 naissances vivantes. Et pour les femmes, c'est 70 pour 1000 naissances vivantes. Donc, vous voyez que 100 000 naissances vivantes. Vous voyez que là encore, nous sommes encore loin de la cible de l'ODD. Bon. Cette diapositive nous montre vers le bas, ce sont les courbes de la mortalité néonatale et vers le haut, c'est le cours de mortalité des moins de 5 ans. C'est important de mettre les deux ensemble parce que 47% des mortalités de moins de 5 ans est expliquée par la mortalité néonatale. Donc, si on règle les problèmes de la mortalité néonatale, on va régler de facto la mortalité des enfants de moins de 5 ans. Mais on sait que 21 des 47 pays de l'Afrique subsaharienne n'ont enregistré aucun progrès dans la réduction des décès néonatals entre 1990 et 2019 et que 42 parmi les 47 pays n'atteindront pas la cible des ODD, c'est-à-dire les 12 naissances, 12 décès pour 1000 naissances vivantes s'ils n'accélèrent pas le processus. J'ai montré cette diapositive pour comparer les différentes régions OMS et vous voyez que en Afrique centrale, nous sommes passés de l'année 2001 de 930 pour 100 000. Nous sommes actuellement autour de 750 pour 100 000 des données de 2020. Mais ce qui est important, c'est que le tiers du temps est déjà écoulé et nous n'avons réalisé que 6% de réduction de mortalité maternelle. Donc, la situation reste encore préoccupante puisque les progrès sont extrêmement lents. Bon. Cette diapositive nous montre où est-ce qu'on en est en fonction des pays de l'Afrique centrale. Les traits pour la mortalité maternelle, vous voyez que la cible c'est 70 et même au sein d'une même région, Afrique centrale, vous voyez le nombre de disparités Il y a des pays qui sont plus ou moins bien, aucun d'eux n'a atteint encore la cible, mais il y a des pays qui ont encore des chiffres extrêmement alarmants de mortalité maternelle au-delà parfois de 1000 ou de près de 1000 pour 83
pour 100 000 naissances vivantes. C'est encore quelque chose d'assez préoccupant. Suivant. Quelle est la place de la prématurité? Mais c'est une situation qui est importante parce que toutes les 2 secondes, un enfant naît trop tôt, avant l'âge. Et on estime environ à 13,4 millions de nouveaux-nés prématurés en 2020. Et vous voyez sur cette graphe que finalement, le vrai problème, c'est les nouveaux-nés qui sont entre 32 et 37 semaines. Donc, c'est des prématurés moyens qui sont les plus importants. C'est-à-dire que même si on augmentait le seuil de viabilité, ça reste encore un vrai problème d'organisation de la prise en charge de ces prématurés moyens qui sont les plus importants. Suivant. Vous voyez que lorsqu'on regarde la prévalence de la prématurité, globalement, en moyenne, on doit être autour de 11% en Afrique subsaharienne, selon les chiffres que nous avons pu avoir. Et donc, dans notre service, nous sommes autour de 12 ou 13% d'enfants prématurés hospitalisés dans notre unité. Suivant. Et quand on regarde les facteurs de morbidité de ces nouveaux-nés prématurés, vont arriver encore en tête les infections, qui sont la cause d'un tiers des décès néonatals à l'échelle mondiale. Et plus de 50% de ces enfants qui décèdent surviennent en Afrique subsaharienne. Et la première cause de mortalité des nouveau-nés prématurés reste encore l'infection, dont la prévalence est entre 25 et 62% selon les travaux que nous avons consultés. Vous voyez que le taux de mortalité néonatale reste encore de 26 pour 1000 naissances vivantes. Et quand on regarde la tendance au Gabon de la diminution, elle passe progressivement à autour de 18,9 pour 1000 naissances vivantes, avec une moyenne Afrique qui est de 26,6, mais c'est encore loin et très loin des 12 pour 1000 naissances vivantes attendues pour la mortalité néonatale. Pour ce faire, il faudrait qu'on puisse revisiter les processus d'amélioration de la qualité des soins. Suivant. Alors, lorsqu'on parle de qualité des soins, c'est un certain nombre de déterminants qui doivent être couverts, notamment qu'il faut que ce soit des soins efficaces, des soins efficients, des soins intégrés, des soins qui sont acceptables, qui sont centrés sur le patient, qui sont équitables et qui sont sûrs. Ces définitions-là sont connues de tout le monde, mais on est obligé de les reprendre parce que lorsqu'on parle de qualité de soins, on a envie de prendre parfois un de ces déterminants pour dire qualité des soins, mais tous ces déterminants doivent être couverts. Il faut que les soins soient basés sur l'évidence. Il faut qu'ils puissent maximiser l'utilisation des ressources, qu'ils soient intégrés dans les services déjà disponibles et qui soit acceptable par la communauté. Et si vous faites quelque chose pour une communauté et que la communauté n'agrée pas, eh bien, ça ne marchera pas. Et sur le plan équitable également, il faudrait qu'il n'y ait pas de disparité en fonction du genre, de l'ethnie, de la situation géographique, et que sur le plan de la sûreté, cela puisse minimiser les risques. Alors ça, ce sont vraiment des labels de qualité qui sont importants sur lesquels nous reviendrons. Suivant. Donc, ça, c'était pour reprendre les critères des soins. Suivant. Alors, donc, l'OMS nous a proposé un cadre pour l'amélioration de la qualité des soins maternels et néonatals qui va se baser sur 8 piliers que je vais tenter de développer tout à l'heure. Et ces 8 piliers doivent pouvoir avoir des relations, des résultats au niveau des individus, au niveau des formations sanitaires, de sorte à ce que la pratique des soins clés soit bien couverte et que au niveau de la mère et du nouveau-né et de la santé familiale, en gros, on puisse avoir des résultats sur la santé. On va les détailler dans les diapos suivants. Pour ces différents éléments de qualité, il existe des standards d'amélioration des soins maternels qui sont élaborés par l'OMS. Depuis 2016, nous avons eu les standards pour l'amélioration de la qualité des soins maternels néonatals dans les établissements de santé. En 2018, nous avons eu des éléments de normes destinés à améliorer la qualité des soins
des enfants et des jeunes adolescents dans les établissements de santé et en 2020, les normes destinées à améliorer la qualité des soins des nouveaux-nés malades et de petits pois de naissance. Suivante. Chaque standard de qualité, il y en a 8, donc un par domaine que je viens de détailler tout à l'heure, 3 déclarations de qualité par standard et plusieurs mesures d'intrants de produits et de résultats dans la déclaration de ces standards. Alors, je vous aurais dit d'emblée de jeu que ces standards, il existent, mais après, c'est leur appropriation et leur mise en route qui fait en sorte que nous ne sommes pas encore arrivés à atteindre l'objectif de réduction tel que nous l'aurons souhaité. Le standard 1, c'est que chaque mère et chaque enfant doit pouvoir recevoir des soins et une prise en charge des maladies et des complications qui sont basées sur les évidences conformément aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. En tout cas, c'est ce que nous utilisons dans notre contexte. Le standard 2, c'est d'avoir un système d'information sanitaire qui va assurer la collecte et l'analyse ainsi que l'utilisation des données pour pouvoir générer des actions concrètes et améliorer la qualité des soins. Le standard 3, c'est que pour que chaque patient atteint de maladie puisse être pris en charge efficacement avec des ressources disponibles, qui bénéficient d'une référence appropriée en temps opportun sans rupture lorsque la structure qui l'accueille n'est pas capable de régler son ensemble de problèmes de santé pour qu'il n'y ait pas de rupture dans le continuum de soins. Bon. Le standard 4, c'est la communication avec les femmes et leurs familles qui doit être efficace et pouvoir répondre vraiment de façon préférentielle à leurs besoins de santé. Au standard 5, les droits de chaque mère et de chaque nouveau-né doivent être respectés, protégés et concrétisés à tout moment pendant les soins sans discrimination. Au standard 6, toutes les mères, tous les enfants et leurs familles doivent recevoir un soutien éducatif, émotionnel et psychologique correspondant à leurs besoins et renforcer ainsi leur capacité. Le standard 7, c'est pour que chaque nouveau-né, un personnel compétent, motivé et empathique, soit toujours disponible pour fournir des soins de routine et prendre en charge les maladies courantes. Au standard 8, c'est maintenant la structure de santé qui doit pouvoir disposer d'un environnement capable d'être physiquement approprié et adapté aux besoins en eau, en assainissement, en gestion des déchets, en approvisionnement en ressources, en fourniture en médicaments et à la prise en charge de maladies courantes. J'ai fait exprès de reparcourir l'ensemble de ces standards pour dire que la plupart de nos pays en Afrique subsaharienne, ces standards ne sont pas tous couverts et que les efforts sont faits parfois pour un ou deux ou plusieurs autres de ces standards, mais l'idéal aurait été que la plupart de ces standards, vous voyez que c'est des domaines différents qui pouvaient être couverts pour que nous ayons vraiment un système de santé de qualité, qui pour moi est important pour pouvoir gérer le problème de la réduction. Alors, comment on utilise les standards? Ces standards ont pour but d'orienter l'organisation et la planification des services de santé, d'élaborer les normes et les protocoles nationaux fondés sur des données probantes, d'identifier les composantes de soins et des ressources nécessaires et de suivre les améliorations et la qualité de sorte à pouvoir monitorer la performance des soins dans le système. Tout ça dans le but d'avoir un repère d'évaluation des établissements de santé et de pouvoir faire les audits. Bon. Alors donc, le processus d'amélioration, pour me résumer, il faut d'abord planifier, il faut exécuter, il faut étudier sur le terrain comment est-ce que ça fonctionne, il faut agir et ça peut être modifier également la nouvelle planification et la boucle doit tourner pour pouvoir avoir un système de qualité. Bon. Alors, compte tenu de tout ce qui a été dit, compte tenu de ce qui devrait être fait dans ces standards, quelles sont les stratégies et les plans pour mettre fin aux décès maternels et néonataux? L'Organisation mondiale de la santé a élaboré un certain nombre de plans que je vais aborder les uns après les autres. Le plan d'action mondial de chaque nouveau-né
et le plan pour mettre fin à la mortalité maternelle évitable, avec pour chaque plan des objectifs, des cibles et des jalons. La suivante. Suivante. Pour le plan d'action pour chaque nouveau-né. Précédente, s'il te plaît. Précédente. Oui, voilà. Pour le plan d'action pour chaque nouveau-né, la stratégie est de faire en sorte que on puisse avoir des politiques et des directives qui permettent de pouvoir réduire cette mortalité des nouveau-nés. Cela va se baser sur des ressources humaines et financières suffisantes, le renforcement des systèmes d'information pour le suivi de la qualité des soins et des produits et le partage des informations, notamment les progrès réalisés et les leçons apprises, ainsi que les défis pour chacun de ces éléments. Bon. Pour ce qui est de la mortalité maternelle, suivante, il existe le même plan qui est un plan de de fin à la mortalité maternelle évitable avec 5 objectifs: lutter contre les inégalités d'accès et la qualité des soins, assurer une couverture sanitaire universelle. La couverture sanitaire universelle, ce n'est pas l'assurance maladie, c'est une couverture pour avoir des soins appropriés dans les domaines de la santé sexuelle, reproductive, maternelle, néonatale complète. S'attaquer à toutes les causes de mortalité maternelle et de morbidité reproductive, de renforcer les systèmes de santé pour répondre aux besoins et aux priorités des femmes et des filles, et enfin de garantir la redevabilité afin d'améliorer la qualité des soins et l'équité. Bon. Donc, pour chacun de ces objectifs, je ne vais pas détailler cette diapositive qui est un peu confuse, mais vous voyez qu'il y a des cibles. La cible 1, c'est pour que chaque femme ait le nombre de contacts prénataux, que les accouchements soient faits dans les endroits avec des professionnels qualifiés, que les soins postnatals après la naissance dans les 2 jours qui suivent soient les plus complets possibles et que la couverture des soins obstétricaux d'urgence soit également couverte. La suivante. Il existe, suivante, Oui. il existe le même concept pour les nouveau-nés. Et donc, lorsqu'on regarde ces différents plans, on voit qu'il y a des actions qui peuvent être à la fois communes à ces différents plans. On a les plans ciblés pour la femme et les plans pour le nouveau-né et les plans pour mettre fin essentiellement à la mortalité néonatale. Mais ce qui est important à dire, c'est que on a quand même des cibles. Le, le concept 90, 90, 80, 80, c'est que 90% de la couverture de contacts prénataux pour permettre aux femmes d'avoir une qualité de suivi doit être assurée. 90% des accouchements doivent être effectués par un personnel qualifié. 80% des soins postnatals précoces de routine doivent être également effectués. Et sur le plan infranational, 80%. Et donc, on descend comme ça de la cible nationale à la cible au niveau du district, de sorte à ce qu'on puisse réellement atteindre ces différents objectifs de 90, 90, 80 et 80, tels que vous voyez sur la diapositive. Bon. Alors, il faut dire que tout ceci a beaucoup évolué parce que ces différents plans n'ont pas montré d'emblée leur efficacité dans la mise en œuvre. C'est ainsi qu'en 2014, c'était seulement le plan pour chaque nouveau-né. En 2015, c'est le plan pour la mise à la fin de la mortalité maternelle. Et puis, progressivement, on s'est rendu compte que toutes ces actions-là ne sont pas totalement séparées. C'est pour ça qu'en 2024, il y a un plan qu'on va appeler un plan fusionné, nouveau-né et mère, qui appelle le plan EWENE, qui est en fait Every Woman, Every Newborn, Everywhere, chaque femme, chaque nouveau-né, partout. Donc, doit être prise en compte de façon optimale. Donc, ça, c'est celui de l'année dernière qui permet à ce que, à partir de ces différents déterminants, chaque État puisse pouvoir élaborer son plan d'action et son plan de suivi-évaluation également pour pouvoir réduire les déterminants de la mortalité maternelle et néonatale. Bon. Donc ça, c'était pour résumer
les différents 90%, 90%, 80%, c'est plus simple sur cette diapositive. 90% des femmes enceintes doivent recevoir au moins 4 consultations prénatales. 90% des femmes accouchent en présence d'un personnel de santé qualifié. 80% des nouveau-nés reçoivent des soins postnataux dans les 2 jours et 80% des districts avec des unités de soins de santé de nouveau-nés puissent avoir des soins d'obstétrique d'urgence accessibles à au moins la moitié de la population. Bon. Mais puisque cette mortalité maternelle n'avance pas, il a été mis en place des plans d'accélération de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale, tel que je l'avais monté dans le contexte où il faut faire vite maintenant et bien. Et c'est pour cela que ce qui justifie ce plan d'accélération, c'est que tous les pays doivent s'efforcer maintenant à atteindre une couverture des interventions relatives à la mère et du nouveau-né. Afin de faciliter les efforts, les pays être doivent élaborer des plans d'accélération de la réduction et pouvoir les intégrer maintenant sur la base de ces cibles et ces jalons du secteur EWN que je viens de décrire également. Diapo suivant. Alors, qui sont les gens qui sont impliqués dans l'élaboration de ces plans d'action? Il faut que le ministère de la Santé de chaque État soit soutenu dans l'élaboration de cette mise en œuvre et de la mobilisation des ressources. Et c'est là où les partenaires au développement des Nations Unies, l'OMS, l'UNICEF, l'UNFPA, doivent aider le ministère de la Santé à faire en sorte qu'il y ait un groupe technique de travail national pour élaborer ce plan et suivre sa mise en œuvre et rendre compte également des progrès qui sont accomplis. En général, d'ici 2030, chaque pays devrait pouvoir déjà avoir déjà son plan d'accélération qui doit être renouvelé ou mis à jour tous les 2 ans jusqu'en 2030, en espérant bien sûr que nous puissions accélérer la tendance pour la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Bon. Donc, voilà les différentes étapes. 3 étapes, c'est d'abord élaborer le plan d'action, mobiliser un soutien technique et financier supplémentaire, et ça, c'est nécessaire pour pouvoir faire aboutir des choses. Donc, il faut des partenaires nationaux, régionaux et mondiaux. Et c'est pour cela que parler de ce genre de sujet ici, c'est important parce que nous avons une diversité également d'acteurs. Et l'étape 3, c'est de faire le suivi et l'évaluation de ces stratégies. Suivant. Mais une fois maintenant que les décès sont survenus, il faut également faire la surveillance de ces décès et pouvoir mettre en place des éléments de riposte. Suivante. Alors, c'est quoi la surveillance des décès maternels et périnatals? En fait, c'est une forme de surveillance continue qui met en lien le système d'information sanitaire et les processus d'amélioration de la qualité de soins dont on a parlé tout à l'heure. Cela permet de comprendre les causes médicales et les facteurs qui sont modifiables pour la survenue de ces décès et pouvoir garantir une documentation ainsi qu'une déclaration précise de ces décès. Parce que si chaque fois il y a un décès et qu'on ne regarde pas les déterminants de ce décès, de qu'est-ce qui c'est pas pour investiguer un service ou bien pour dire que tel a bien fait ou tel a mal fait, mais on doit faire une surveillance de ces décès-là pour pouvoir regarder est-ce qu'il n'y a pas des choses qui faut changer dans l'environnement de sorte à ce que la prochaine fois, une situation comme telle ne puisse pas arriver et que cela va certainement contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Bon. C'est pour cela qu'il est institué maintenant pour l'ensemble des services hospitaliers, quel que soit leur niveau dans la pyramide sanitaire, ce qu'on appelle l'audit des décès ou la revue des décès. En général, quand on parle audit de revue, c'est peut-être à peu de différence près, mais les audits et les décès ont un but commun, c'est celui d'améliorer la qualité des soins et de réduire la mortalité en identifiant les points faibles dans le système de soins et en mettant en place des actions correctrices. Si on ne peut pas faire des actions correctrices,
si on ne peut pas utiliser les conclusions de ces décès pour pouvoir, de ces actions-là, pour mettre en place des actions, il ne sert à rien de faire les audits des décès. Et donc, les audits aussi vont contribuer à soutenir toute l'activité qui est faite pour pouvoir réduire le décès maternel et néonatal. Bon. Les examens réguliers donc, de ces décès maternels, je l'ai dit tantôt, permettront une analyse des causes des décès et permettent la mesure de la mise en place de mesures correctrices pour réduire les décès évitables. Ça, c'était le but de ces exercices-là, la suite. Pourquoi est-ce qu'on fait ces audits de décès? Pourquoi est-ce qu'on surveille les décès maternels et néonataux? C'est pour pouvoir créer un cadre pour évaluer le fardeau des décès périnataux. Si on ne les compte pas, si on ne les comptabilise pas, si on ne les analyse pas, on n'aura pas la notion également de savoir qu'est-ce qu'il faudra faire. Il faudra donc générer des informations et des facteurs modifiables, utiliser les résultats pour améliorer la qualité des soins, pour élaborer les actions appropriées et puis assurer la redevabilité pour des résultats, inciter les décideurs, hein, parce que si dans un service, vous n'avez pas d'aspirateur, et si on montre que l'aspirateur a été en manque et que c'est à cause de cela qu'on n'a pas pu sauver une asphyxie, on va pouvoir dire aux décideurs qu'il faut mettre un aspirateur sur place. Ce n'est qu'un exemple. Donc, ces audits-là vont permettre de faire le diagnostic de l'environnement et de voir comment est-ce qu'on peut prendre des décisions éclairées pour améliorer l'activité dans cet environnement. Bon. Il y a des objectifs secondaires. Je passe sur ces diapos suivantes. Alors, qui sont les personnes qui sont concernées par ces surveillances des décès maternels et néonataux? Mais c'est presque tout le monde. Parce que le ministère de la Santé, puisque c'est lui qui va mettre en place les planificateurs, les gestionnaires et décideurs politiques, les autorités hospitalières et les administrateurs d'hôpitaux, parce qu'il faudra orienter également l'activité, les cliniciens, les associations professionnelles, parce que les directives peuvent passer également par la société des pédiatres, l'association des sages-femmes, la société des anesthésistes, etc. Donc, toutes ces associations professionnelles sont également impliquées. Les chercheurs, les spécialistes du système d'information sanitaire et même les représentants de la société civile. Vous savez que nous avons également une activité qui impose notre redevabilité au niveau de la société et donc c'est très important qu'on puisse parfois les associer, les responsables communautaires. Bon. Alors donc, lorsqu'on a identifié et notifié le décès, on va mettre en place le procédure de revue des décès maternels et périnatals. On va analyser et faire des recommandations et mettre en place des actions pour riposter et faire le suivi de l'intervention. Une fois on peut faire ça, je pense qu'on pourra réellement réduire cette mortalité maternelle et néonatale. Alors, les principes directeurs, parce que les gens n'aiment pas trop les revues ou les audits, et vraiment, sur le plan purement gouvernance, pas de nom, pas de blâme. Ce qui est important, c'est de pouvoir se concentrer sur le système de santé et pas sur les individus. C'est de faire des réunions pour pouvoir être une occasion également d'apprentissage des acteurs pour pouvoir mettre fin aux décès évitables. C'est de pouvoir produire une documentation et faire des données surtout anonymisées et rendre compte également à la hiérarchie de ceci. Et si on ne fait pas de riposte, il n'est pas nécessaire de faire également un audit. Bon. Alors, on peut passer cette diapositive, ça reprend un peu les principes directeurs de... Donc, pour dire que finalement, il faut recenser le décès, il faut recueillir les informations, il faut analyser les résultats, il faut faire des recommandations de solutions, il faut appliquer ces recommandations et ensuite évaluer et affiner. Et donc, le circuit doit suivre pour permettre à ce que le système soit plus performant. Alors, je peux vous dire que d'expérience,
que ces cycles d'audit et de revue ne sont pas toujours très acceptés, ne sont pas toujours très mis en application, mais avec le temps, il faut commencer petit, et puis après, je pense que la culture de l'audit et de, des modifications des pratiques rentre, et puis on arrive à avoir des résultats importants, mais on n'y est pas encore toujours. Tu vois. Alors, en conclusion, pour pouvoir aborder, je sais que c'est un sujet extrêmement vaste, la plupart des décès maternels néonatals peuvent être évités. Si tous les accouchements ont lieu en présence de problèmes de santé qualifiés. Là aussi, il y a encore des disparités. Je peux dire que dans mon pays, la plupart des accouchements, je vais dire 98%, sont avec les personnels qualifiés, mais il existe encore des endroits où l'accouchement n'est pas totalement médicalisé. Si toutes les femmes ont accès à des soins de qualité pendant la grossesse, pendant l'accouchement et après la naissance, si toutes les femmes et leurs nouveau-nés bénéficient de visites postnatales systématiques, cela permettra de rattraper très vite les éléments de décès qui peuvent survenir dans la première semaine de vie. Si tous les nouveau-nés ont accès à des soins essentiels et une prise en charge des maladies de bonne qualité, et si une prévention des grossesses non désirées est faite afin de réduire les causes liées aux avortements clandestins, mais la base de tout ceci, parce que quand on regarde tout le système, on a l'impression de parler du financement, des infrastructures, de la qualité. Tout ça, à la base, il faut de la formation. Cette formation doit être renforcée à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Et je crois que les efforts sont faits de plus en plus maintenant pour pouvoir intégrer dans les universités, dans les facs, des formations au niveau paramédical de qualité, et tout ceci doit pouvoir se faire en respectant la qualité des soins et le respect de tous les standards de qualité dont nous avons parlé tantôt. Voilà ce que j'avais à vous dire pour cette conférence sur la réduction de la mortalité maternelle, en abordant peut-être un prisme qui était différent des deux autres conférences antérieures, qui peut peut-être permettre d'ouvrir une discussion et de voir comment est-ce que, ensemble, avec les échanges qu'on peut avoir, on peut réellement réduire cette mortalité. Je pense aussi que ceux d'entre vous qui n'êtes pas en Afrique subsaharienne, et qui ont une autre expérience dans leur pays respectifs ont quand même ce genre de problématique et on pourra échanger. Merci Étienne d'avoir passé les diapositives. J'espère que cette Oui. fois-ci, ça a été un peu plus clair. Si, on t'a très bien entendu, c'était parfait. Merci Simon pour pour ce très bel exposé. Très encourageant. Puis j'ai beaucoup aimé ta dernière diapo avec la fondation, avec l'immeuble de la fondation Ebory. Ça me rappelle de bons souvenirs lorsque j'étais avec vous il y a quelques années. Il faut Écoute, revenir, Yves. merci. Écoute, j'ai un commentaire général et puis après ça, je vais laisser les gens s'exprimer, mais j'aimerais ça le dire d'emblée. Peut-être que ça va permettre aux gens d'activer d'autres niveaux de conversation. Ce que tu as dit, c'est très vrai à tous les niveaux. Mais tout ça, ça reste un peu pour les régions, on va dire, qui sont un peu plus développées, dans un certain rayon autour des villes. Mais pour avoir été au Gabon pendant un an, par exemple, les gens qui sont en campagne, c'est pas toujours facile quand il faut mettre 8 heures pour faire 250 kilomètres en voiture, à condition d'avoir un véhicule, puis pas n'importe quel véhicule. Souvent, ça prend un 4x4 parce que les chemins sont très mauvais. Donc, tout ça pour dire que oui, ça prend tous ces intervenants-là, mais ça prend aussi pour que les soins atteignent les milieux ruraux, ben, ça va prendre des infrastructures de routes, etc., qui tranquillement vont devoir se mettre en marche aussi. Donc, c'était mon commentaire général et maintenant, je laisse la parole aux amis. Yves, merci, tu fais bien de le dire, mais en attendant que les collègues prennent la parole, euh, la disparité, ces disparités ne devraient pas pouvoir exister. On a dit chacun, partout, doit pouvoir des soins de qualité. Ah oui, Donc, ça veut dire que c'est la responsabilité également des États de faire en sorte que, quel que soit l'endroit,
on n'est pas forcément des grands immeubles, mais même si c'est une case de santé, que cette case de santé puisse répondre aux premiers soins et pouvoir avoir les moyens de référer également, si nécessaire. Mais il n'est pas question que quelqu'un soit à un endroit où il n'a pas possibilité. On ne va que avoir des mortalités et le taux ne peut pas réduire. Ça, Tout à tu fait. as tout à fait raison, mais c'est une responsabilité plutôt régalienne. Alors, je vous invite à porter vos commentaires. Vous pouvez lever la main ou, je ne sais pas, ceux qui veulent mettre de l'information dans le chat, mais en ce moment, il n'y a rien. La parole est à vous. Étienne, vas-y. Après ça, c'est Raymond, notre ami Raymond, qui a levé la main. Oui, c'est la réflexion de quelqu'un qui est ni pédiatre, ni obstétricien ou gynécologue. Euh, Tout d'abord, merci Simon pour cet exposé extrêmement clair mais simplement, moi qui ne suis pas de la spécialité, si je vais pas te demander, Simon, de me faire une interrogation écrite dans l'heure qui vient sur tout ce que tu as présenté. C'était très bien, mais c'est tout de même, et ça ne dépend pas de toi, c'est tout de même extrêmement compliqué. Alors, ce que je voulais savoir, c'est en pratique, dans ton service, à Jeanne et Bory, comment tu fais pour faire passer ce message aux étudiants et à tes internes? Alors, de façon pratique, il faut d'abord dire que le CHU mère-enfant, qui est un CHU, est au niveau du tertiaire de la pyramide sanitaire. C'est-à-dire que le système sanitaire est fait, les hôpitaux sont au niveau tertiaire, les centres de santé sont au niveau intermédiaire, et nous avons des petites structures de base dans les quartiers, etc. Donc, chacun doit pouvoir prendre ses responsabilités. Nous, au niveau tertiaire, nous devons être le centre de dernier recours. Et donc, ceux qui arrivent chez nous, nous sommes un hôpital de niveau 3, ont la possibilité d'avoir des soins de haut niveau. On ne peut pas avoir une compte référence de chez nous pour aller demander de l'aide. Normalement, on devrait pouvoir demander de l'aide chez nous. Donc, il faut d'abord que le système soit organisé de sorte à ce que au niveau où vous êtes, vous puissiez apporter la réponse qu'il faut. Maintenant, pour les étudiants, nous les formons également dans ce sens-là. Les soins de qualité, l'empathie, la disponibilité, l'usage du matériel et la mise en place de l'audit maternel et infantile qui se fait tous les mois. Nous faisons cet audit tous les mois et je peux vous dire que ce n'est pas un exercice facile parce que les gens croient qu'on veut les évaluer eux en tant qu'individus. Et nous avons aussi l'obligation de transmettre nos résultats à la hiérarchie, c'est-à-dire au ministère de la Santé, qui doit se comptabiliser non seulement les décès, mais également quels sont les déterminants. Parce que tous les investissements ne dépendent pas du directeur de l'hôpital. Il y a des investissements qui dépendent du supranational, donc c'est-à-dire d'autres aussi des partenaires qui sont au développement. Donc, ça se fait, c'est très difficile, ça prend beaucoup de temps. Il faut avoir l'adhésion de tous les collègues à ce genre d'exercice. Et quand on montre également des coupes qui sont en train d'infléchir, par exemple au Gabon, nous avons quand même une coupe qui est bien descendante. Nous pensons que si on met en place tout ça, on pourrait peut-être atteindre les ODD puisque nous sommes à 16, 18 et on veut atteindre 12 pour 1000. Par contre, la mortalité maternelle, on est encore très loin. On a 399, on doit atteindre 70. Vous voyez qu'il faut qu'on fasse des choses. Et les choses ne se passent pas seulement dans les hôpitaux. Et Yves a raison, il faut les regarder en périphérie. Et c'est tout le travail que le ministère de la Santé déploie au Gabon. C'est bon? C'est bon, Raymond. Ouvre ton micro, Raymond. Raymond, ton micro, s'il te plaît. Vraiment, t'entends pas. Je vais essayer de le faire à distance. Voilà. Là, est-ce que vous m'entendez? Oui, vas-y, Raymond. Oui, excusez-moi, j'ai perdu la connexion visuelle, là, je vois plus. Mais je disais, est-ce que c'est vraiment, c'est vraiment le moment pour moi de prendre la parole? Mais je préfère le faire maintenant. Je voudrais dire à Monsieur Ategbo que j'ai été impressionné par l'excellence de cette présentation, hein. C'est un livre que vous nous avez présenté, c'est magnifique, c'est clair aussi. Mais Étienne vient de poser la même question que celle que je me pose. Oui, mais dans tout ça,
il manque simplement le comment. Et le comment, à aucun moment, je n'ai compris comment on allait faire. J'ai seulement compris que vous insistiez beaucoup sur les audits Bien. et D'accord. j'insiste Ça pour va dire bien? que la surveillance des décès maternels et les ripostes, donc les audits en résumé, oui, c'est une chose merveilleuse et on essaye tous de mettre ça en place dans tous les pays, sous toutes les latitudes, dans nos régions africaines. Sauf que vous avez peut-être oublié dans les personnes concernées par ces surveillances des décès maternels, vous avez omis simplement de parler dans les personnes concernées des familles et de l'entourage. Alors on a vu le gouvernement, le ministère, les services, l'OMS et tutti quanti, mais je n'ai pas entendu parler des familles et de l'entourage. Mais enfin bon, en tout cas, là-dessus, sur ce sur lequel vous avez insisté, nous sommes tous d'accord. Mais alors, si j'osais, je dirais que vous avez utilisé des mots magnifiques pour dire des choses tellement évidentes. C'est tellement évident. Tout ce que vous avez dit, c'est à la fois euh, formidable et à la fois, ce sont des vœux pieux. Parce qu'à aucun moment, comme je vous l'ai dit, on ne sait pas comment on va y arriver. Comment? Alors, est-ce que, comme vous l'avez dit au tout début, est-ce qu'on peut incriminer simplement la faute de moyens financiers? Mais oui, mais vous savez très bien comment ça se passe dans nos régions. Il y a énormément de contournements, de corruption, de beaucoup de choses qui font qu'on n'y arrivera jamais comme ça, si ça n'était que le problème financier. Et puis, euh, pourquoi vous n'avez pas mentionné le défaut de formation de personnel? C'est vrai que, enfin, de formation, ce n'est pas une volonté politique, la formation du personnel, c'est le défaut de la qualité. Et on forme du personnel. On peut former 4 000 ou 40 000 accoucheurs, on peut former 40 000 sages-femmes, mais la qualité dans laquelle elles seront formées. Et puis, à aucun moment aussi, dans ce que vous avez énoncé, je n'ai entendu parler de la planification familiale pour pallier à la mortalité maternelle ou la contraception. J'en ai pas entendu parler. Alors, j'ai peut-être zappé, hein, je m'excuse, je l'ai peut-être loupé quelque part. Une dernière chose, simplement, le projet EWENE, je crois que c'est comme ça que ça se prononce, et avec les objectifs 90, 90, 80, 80, oui, formidable, mais là aussi, comment voulez-vous y arriver? Comment on y arrive? On le dit, il faut que, d'ailleurs vous avez répété peut-être 100 fois, il faut que, il faut que, il faut que, il faut toujours que, mais comment fait-on pour y arriver? Est-ce que vous y arrivez? Est-ce que vous, dans votre entourage, dans votre service, dans votre milieu, est-ce que vous y arrivez? Parce qu'il faut que va jamais régler le problème. Et simplement, pour vous mettre bien à l'aise dans ma position, ben, vous savez, moi, les grands projets, les grands plans d'action de l'OMS, je m'en méfie un peu. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci Raymond. Je pense que je peux rebondir sur un certain nombre de choses, notamment les familles. Je pense que j'ai cité parmi les acteurs la société civile. Et la société civile, les familles et les entourages font partie parce que nous avons une redevabilité également de faire un retour de ce qui se passe. Maintenant, dans quelle forme il faut le faire, ça dépend de l'environnement. Le financement, je pense que, il est nécessaire, mais il n'est pas la seule arme pour pouvoir améliorer les choses. Et vous avez bien fait d'insister sur la formation. La formation, oui, mais on n'enseigne pas assez la qualité. Mais on ne va pas dire qu'on ne peut pas accepter la qualité. On peut enseigner la qualité et nous enseignons la qualité. Donc, chacun à son niveau peut enseigner la qualité. Moi, je ne suis pas défaitiste sur la qualité. C'est nécessaire de faire la qualité. Si c'est juste former pour former et ne pas respecter les standards,
je pense qu'on n'arrivera pas à réduire cette mortalité. Alors, lorsque j'ai parlé d'éviter les avortements clandestins, bien sûr, sous-entendu, il faut la planification familiale et la contraception. Est-ce qu'on arrive à avoir 90% de femmes qui font des consultations prénatales? Oui, on peut le faire. Il y en a qui font même 7 consultations prénatales. Il y en a. Je ne suis pas d'accord. Ben, malheureusement, nous vivons dans des environnements qui sont quand même des environnements pour lesquels les gens sont capables, puisqu'il y a les directives nationales, et quel que soit l'endroit où vous êtes, vous avez des directives. Les gens ne sont pas en roue libre dans un pays, que ce soit un district, que ce soit une province. Il y a des directives nationales et les gens sont obligés d'utiliser les directives nationales. Il n'est pas dit que tout le monde doit faire tout au même moment, mais les systèmes de santé ne sont pas en roue libre. Les systèmes de santé ont des directives applicables à chaque niveau de structure. Donc, je pense que on doit avoir des cibles 90, 80, 80, 80. Si on n'a pas de cible, on ne va pas savoir quel est l'effort qu'on doit faire. Donc, pour moi, les cibles sont quelque chose qui sont, ça peut paraître théorique, idéaliste, c'est ce que j'ai dit tantôt, mais on doit tendre à pouvoir atteindre ces objectifs-là. Si on n'a pas de cible, on ne va pas savoir évaluer l'effort qu'on a eu à faire. Et je pense que pendant longtemps, on est resté dans une situation où chacun fait son effort et puis on ne sait pas comment on a évalué ses efforts. Le fait d'avoir des targets ou des cibles permet quand même de pouvoir mesurer ses efforts. Voilà un peu le commentaire que je voulais faire par rapport à votre intervention. Merci. Alors, il y a Monsieur Medaramona qui a posé. Je vois 3 mains levées. Monsieur Medaramona, ouvrez votre micro. Oui, Oui, bonjour oui, à tous. Dois-je me oui. présenter ou je me Allez, lance on directement? vous écoute. Oui, on vous Vous me écoute. recevez? On vous écoute. Alors, je veux savoir si je dois me présenter ou je vais directement. On n'a pas entendu votre question. Dois-je me présenter ou je vais directement au contenu par rapport à l'exposé? Non, posez votre question. OK. Alors, moi, je n'avais pas une question, plutôt une contribution. C'est vrai que je voulais avant tout féliciter le professeur Simon pour la qualité de sa présentation, mais comme a dit tout à l'heure docteur Raymond, je pense, je reste dubitatif sur la finalité, l'attendu. C'est vrai qu'on est en train de parler des activités qui concernent la prise en charge de la mère et de l'enfant. Et cette prise en charge se fait plus en milieu hospitalier, c'est vrai, mais il faut que nous prenions une dynamique qui puisse impacter sur les déterminants de la santé de la mère et de l'enfant. Il faut que notre action soit plutôt orientée vers la lutte contre les déterminants et dans notre présentation ou dans, dans les, dans les initiatives que nous devons prendre, on doit avoir les actions concrètes que nous allons mener. Mais là, c'est comme si le professeur avait fait une synthèse, euh, comme une revue de la littérature de ce qui est fait. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on en retient? Une chose est vraie, pour pallier à ce problème, il nous faudra obligatoirement répondre à deux préoccupations. Ce qui concerne le financement. Le financement, c'est quelque chose pour laquelle on ne va pas avancer sans le financement. Mais maintenant, dans ce contexte de crise, quel financement pour la santé de la mère et de l'enfant? Va-t-on aller vers l'autofinancement via les États? Est-ce que on va créer un système qui va permettre aux États de se soutenir? Ça, c'est ma première suggestion. Et la deuxième va dans le cadre de la ressource humaine. Une chose est vraie, ici en Afrique, moi je suis au Congo-Brazzaville par exemple, la préoccupation du professeur Le Maire tout à l'heure à Brazzaville, c'est vrai que on prend en charge à Brazzaville avec un peu plus de qualité. Mais ce qui se passe dans l'interland, dans les départements,
c'est de là-bas que le problème se pose. Donc, pour résoudre ce problème de la mortalité maternelle et néonatale, il est important que nous ayons un personnel de qualité dans ces endroits reculés. Et donc, par conséquent, les formations, les formations de ces cadres doivent être quelque chose de primordial. Et pour terminer, j'ajouterai le dernier point qui consiste à prendre en compte les personnes concernées. Il faut un système de communication pour le changement de comportement à l'endroit des personnes concernées. Donc, les femmes et les enfants, en un mot, orientés vers la communauté. Voilà les concepts que j'avais prévus pour mon intervention au cours de cette Merci. réunion. Merci. Merci, Mesdames Ramona. Simon, si tu veux répondre. Merci, Médard, pour cette contribution. Je pense que tous les éléments que vous avez relevés sont ceux dont nous avons parlé. Peut-être que j'ai pas eu le temps d'aller plus dans les détails. Vous avez parlé de financement. Ça, c'est évident. Euh, il y a plusieurs mécanismes de financement. Ça peut être par l'assurance maladie. Ça peut être par des décrets qui font que les accouchements soient gratuits, que les soins nouveau-nés soient gratuits. Il y a plein de mécanismes de financement qu'on peut exonérer la mère et l'enfant de certaines choses. On peut également augmenter le budget des États, ça on l'a dit. Et les ressources humaines, on a dit qu'il faut former les ressources humaines. Mais comme vous l'avez dit à Brazzaville, partout c'est pareil. Les ressources humaines veulent se concentrer dans les villes parce qu'il leur faut également une qualité de vie pour eux-mêmes, ressources humaines. Donc, il faudrait que on puisse trouver des moyens d'incitation à ce que les gens puissent être en périphérie et que en périphérie, qu'ils aient des moyens de compensation également pour pouvoir les intéresser. Donc, ça rejoint les déserts médicaux. Ça, ce n'est pas un problème uniquement de l'Afrique, mais effectivement, je vous avais raison, il faut que ces ressources humaines, mais j'insiste que la qualité doit être partout. La qualité n'est pas une question de ville ou d'hôpitaux. La qualité doit être partout, même dans les structures les plus périphériques. Et je suis d'accord avec vous que euh, si vous voulez qu'on prenne en charge les personnes concernées, non, ces éléments existent déjà. Tous les éléments de communication envers la femme et les enfants existent dans tous les systèmes de santé, que ce soit les sports, les inciter à la vaccination, ça existe déjà, mais c'est seulement la mise en œuvre et le suivi de l'applicabilité qui pose problème. Merci. Merci. Alors, je vois encore deux mains levées. Monsieur Ba Keïta, ouvrez votre micro. Bonsoir. Oui, on vous entend. Merci beaucoup. C'est beaucoup plus une contribution qu'une question. Justement aux ressources humaines et surtout à Excusez-moi, la formation vous appelez d'où d'abord? de Bamako. De Bamako. Très bien. On vous C'est bon? écoute. Je peux y aller? Allez-y, allez-y. Ouais. Merci beaucoup. Donc, c'est par rapport à la formation. Et cette formation, pour moi, elle doit être renforcée au niveau initial et continu. Au niveau initial, pour que nous puissions de plus en plus former les gens de façon spécialisée par rapport à tout ce qui touche à la mortalité périnatale et autres. Nous avons des sages-femmes, nous avons des péricultrices et autres. Mais par rapport à ces spécialités dont ces enfants et ces femmes ont besoin, il faut que nos formations initiales et continues soient beaucoup plus axées sur ça et que nous puissions former en quantité et en qualité. La deuxième, une contribution, c'est par rapport à la recherche, qui est un élément fondamental pour documenter ce que nous faisons et pouvoir apprécier la qualité de nos interventions. Et ma troisième intervention réside dans le fait qu'on donne des chiffres globaux. Mais on va trouver que dans un pays, il y a au moins un district ou une région ou une province qui a atteint les cibles. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de ce district ou de cette région? Voilà un peu les propositions. Merci et félicitations aux présentateurs. Merci, Monsieur Ba Keïta. Simon, tu veux... Merci, Rita, pour ces contributions qui sont très, très claires et qui, en fait, ne font que renforcer la conviction de ce que nous venons de dire. Merci Ouais. beaucoup.
Il y a encore deux mains levées. Il y a Monsieur Julien Didier Adédémi. Vous voulez ouvrir votre micro? Vous nous appelez d'où? Oui, bonjour monsieur le maire, bonjour professeur, bonjour cher maître, cher Simon Atebo, c'est tout un plaisir de vous écouter. Je Vous voulais êtes- juste présenter, Excusez-moi, vous appelez d'où? j'appelle du Bénin, D'accord. en Afrique de l'Ouest, voilà. Et Je voulais juste présenter un peu les actions qui sont menées actuellement au Bénin sur un certain nombre de plans qui pourraient peut-être, si c'est maintenu, pourront améliorer, en tout cas de façon significative, ces ratios de décès maternels et de décès néonataux. Actuellement, sur le plan donc, du maillage du territoire, sur le plan sanitaire, on a mis en place, donc, on a pratiquement plus de 95% de la population qui est proche, donc, à moins de 5 km d'un centre de santé. Ensuite, on a amélioré le niveau donc, des ressources humaines, c'est-à-dire qu'on a pu remettre un autre niveau de ressources humaines dans le système sanitaire, dans la pyramide sanitaire, c'est-à-dire qu'au tout premier niveau, il y a ce que nous appelons ici au Bénin les relais communautaires. Ces relais communautaires, c'est des personnes qui sont formées pour identifier les tout premiers signes, les signes d'alarme, pour pouvoir alerter les familles ou bien les mères pour pouvoir amener leurs enfants à l'hôpital ou bien au centre de santé, mais également une femme qui doit peut-être aller accoucher ou bien doit aller faire une consultation prénatale, qu'on puisse alerter, qu'on puisse l'aider à aller très tôt au centre de santé ou bien aller voir la sage-femme. On est également en train d'améliorer donc le ratio du personnel qualifié par rapport aux accouchements, donc les accouchements assistés par du personnel qualifié. Et donc, dans ce système, ce qui est fait, c'est que de façon concrète, on est en train de recruter, et donc pour éviter les déserts, comme ça a été dit tout à l'heure, euh, on a on a ouvert les postes au niveau des régions. Donc, les postes sont au niveau des régions. Si vous voulez aller dans ces régions-là, ces postes sont ouverts pour vous et la rémunération est conséquente. De telle sorte que si c'est le problème donc, de rémunération qui fait que les gens ne vont pas à ces niveaux-là, au niveau donc, de ces régions, ça permet de résoudre un tant soit peu cette difficulté. Et de l'autre côté, il y a un plan. C'est vrai que pour ce plan, il y a encore beaucoup à faire parce que les montants sont très élevés. Je veux parler donc de tout ce qui est équipement pour que petit à petit, lorsque un sujet X, quelle que soit sa localité, va dans un centre de santé, je parle donc d'un centre de santé périphérique, que tout ce qui est équipement minima soit à ce niveau-là. Et que petit à petit, au niveau donc de toute la pyramide sanitaire, on puisse arriver à un niveau d'équipement optimal. Progressivement, donc, à côté de ça, il y a aussi l'amélioration donc, du plateau technique au niveau des hôpitaux. Et c'est vrai que le gap est assez important. Et comme ça a été dit par le professeur Atebo, c'est qu'il faut forcément un financement assez adéquat. Et actuellement, il est également mis en place au niveau donc, du pays le système donc, d'une plateforme de e-learning. C'est-à-dire lorsque de façon récurrente ou bien de façon, on arrive à détecter un agent de santé qui, dans sa prise en charge, dans ses activités, n'est pas performant, on le sort du système, mais il va donc se performer, il va donc s'améliorer au niveau donc de cette plateforme qu'on appelle donc des plateformes de e-learning. Et ça va permettre à ce que, au bout donc d'un temps qu'on lui aurait donc donné pour se remettre à niveau, ça va lui permettre donc de passer après chez un tuteur donc qui est beaucoup plus expérimenté pour pratiquer encore avant d'être remis dans le système. C'est un peu comme ça. Je ne peux pas tout lister. Il y a beaucoup d'activités qui sont en train d'être faites. Et donc, c'est juste pour répondre au comment on peut arriver à cela. Et actuellement, je pense qu'en fin 2024, il a été mis à disposition donc, de tout le pays 188 ambulances avec un dispatching de telle sorte que les ambulances sont déposées
au niveau le plus périphérique possible. Ce n'est plus au niveau des centres de santé, au niveau des formations sanitaires. Ces ambulances sont déposées au niveau, donc, au niveau le plus périphérique, de telle sorte que, avec un système donc, de coordination, de telle sorte que lorsqu'on a besoin de transférer un patient X vers un hôpital Y, le déplacement donc se fait. Et pas plus tard qu'hier, on a discuté donc de comment est-ce qu'on peut régler ou bien réglementer les frais concernant donc le déplacement donc par rapport à ces ambulances. Actuellement également, il y a en projet la mise en place donc de l'assurance maladie obligatoire parce qu'il faut qu'on en arrive là. Et donc, les travaux sont en cours. Et voilà un peu, je voulais répondre donc à la question comment. Donc, voilà un peu le point qui est fait, par exemple, au Bénin. Et nous pensons que si nous arrivons à mettre en place tout ce système-là, ça va vraiment impacter la mortalité maternelle et la mortalité néonatale. Voilà, je vais m'arrêter là. Il y en a beaucoup, donc on n'a pas le temps. Il faut laisser la place aux autres pour que les autres également puissent parler. Merci beaucoup. Merci, professeur. Julien. Simon. Merci Didier, merci pour cette partage d'expérience de ce qui se fait au Bénin et qui a permis donc d'aller dans les détails des actions que vous avez mises en route. Et ça me réconforte que c'est faisable. Donc, Oui. c'est vrai que le gap est important, mais quand on met les actions en route, on peut faire des choses. Je n'ai pas parlé de l'expérience du Gabon où nous avons depuis plus d'une dizaine d'années d'une assurance maladie universelle en commençant par les plus vulnérables, et cette caisse est financée par des mécanismes quelconques qui sont de l'autofinancement, de la téléphonie mobile, etc., et qui permettent d'avoir une facilité d'accès des soins. Donc, il y a tellement d'innovations qui peuvent se faire dans les pays, même y compris les pays qui n'ont pas de grands revenus. Moi, je suis très heureux de ces Est-ce que, expériences-là et de toutes les actions qui sont mises en route. Oui. est-ce que je peux poser une question, Didier, si vous êtes encore là? Moi, j'aurais une question à vous poser. Euh, Simon nous a présenté quelque chose de très complet, etc., les directives, la planification, etc. Est-ce que parmi toutes les actions que vous avez citées, est-ce que cette planification, telle que l'a exposée Simon, vous a servi de fil conducteur? Votre micro est coupé. Je ne sais pas si vous êtes encore là. Bon. Mais on va passer peut-être à Monsieur Diallo, qui a également une question à poser. Alors, vous m'entendez maintenant? C'est bon? Oui, on vous entend. Oh, Allez-y. ok, d'accord. Habituellement, la plupart de nos pays en Afrique, au sud du Sahara, sont des pays affiliés donc à l'OMS et donc habituellement, les directives sont des directives qui sont déclinées et adaptées dans nos pays. Et c'est à partir donc de ces directives-là qu'on essaie donc de travailler. Et à côté de ces directives, donc, les pays également vont proposer des plans d'action ou bien des stratégies qui sont des stratégies complémentaires. Et avec cette stratégie-là, ça permet à ce que petit à petit, on puisse atteindre les différents objectifs. C'est vrai, le gap est très grand, c'est un gap assez important, mais petit à petit, moi, je me rends compte que si on maintient ces activités-là et ces stratégies-là dans un temps relativement moyen, ça va permettre à ce qu'on commence déjà par voir les effets. C'est ce que je peux dire de façon très brève. Merci beaucoup, professeur. Bravo pour ce que vous faites. Monsieur Diallo, et Raymond veut intervenir après aussi. Monsieur Diallo, on vous écoute. Ouvrez votre micro. Votre micro n'est pas ouvert, Monsieur Diallo. Votre micro est fermé. Pendant que vous l'ouvrez, Raymond, je crois que tu levais la main, tu voulais dire quelque chose? Juste un mot. Si vous permettez, Monsieur Diallo, vous me permettez un mot? Oui, d'accord. Bismillah. Excusez-moi, je voulais juste dire par rapport à l'intervention de Monsieur Julien Didier, euh, euh, quel est le taux de mortalité aujourd'hui au Bénin? Et par la même occasion, si Monsieur Atekbo pouvait nous rappeler celui du Gabon. Et puis, je voudrais vous dire donc qu'en Mauritanie, je suis en Mauritanie, qu'en Mauritanie, le taux est aujourd'hui de 550 pour 100 000. Donc,
moi, j'aimerais bien savoir, parce que M. Ategbo va très vite à dire que l'intervention lui a donné la satisfaction de voir que c'est faisable. Non, c'est à faire. Et M. Adedemi a dit, si nous arrivions à faire tout ça, pas nous l'avons fait. Et j'aimerais vraiment savoir les taux, si possible, de mortalité maternelle. Donc, tout à l'heure, peut-être. Alors, c'est Merci. rapide. Le taux de mortalité maternelle actuel au Gabon est de 390 pour 100 000 naissances vivantes. 390. Nous n'avons pas dit que nous l'avons fait. Si on avait fait la réduction des apports, c'est faisable. J'ai dit qu'il faut de l'espoir pour mettre des actions pour que ce soit fait. Parce qu'on ne peut pas rester dans ce pessimisme-là de dire oh, c'est pas possible, c'est trop difficile, etc. Non, je veux que cette conférence parte sur cet optimisme-là, que ces éléments sont là, on peut le faire. Et si on le fait, peut-être qu'on n'arrivera pas à 2030 à 70, mais on va quand même infléchir la courbe. Parce qu'il n'est pas admissible qu'on ait encore des courbes et des taux élevés. 6% en 20 ans. 6% on a réfléchi en 20 ans. Oui, c'est ce que j'ai dit. On a fait 6% et on a dépassé 30% du temps. Donc, ça veut dire qu'il faut un plan d'accélération. Oui, mais peut-être pas forcément avec les grands plans théoriques de l'OMS. Peut-être qu'il y a de l'action plus terre à terre. Non, mais là, vous me donnez l'occasion quand même de préciser les choses. Le grand plan permet à ce qu'on puisse avoir des actions concrètes. Vous ne pouvez pas faire des actions sans partir d'où vous voulez. Hein? Donc ça, c'est très important d'avoir des plans. C'est dans l'idée de personne de faire n'importe quoi. Nous faisons tous quelque chose selon un grand plan. Mais seulement le grand plan consiste à répéter sans arrêt, il faut atteindre 90, 80, 80, 90. Il faudrait qu'à un moment, on puisse nous-mêmes prendre nos initiatives et aller au bout, c'est-à-dire la formation de qualité, la contraception, mais je vous le dis, la formation de qualité du personnel. On est d'accord, M. Raymond, mais comment vous évaluez vos actions? Comment vous évaluez vos actions? Avec les systèmes d'évaluation. Je n'ai jamais refuté en bloc que tout ce qui est aujourd'hui en place, au contraire, c'est même appréciable. Mais je dis que les grands plans d'action tels qu'on nous les présente, pas ce que vous avez présenté, tels qu'ils sont présentés dans les livres, dans les stratégies, dans le truc, on le voit. Lisons les taux de mortalité, 550 en Mauritanie, 390 au Gabon, peut-être la même chose et voire un peu plus, je pense, au Bénin, mais c'est évident. Et vous avez dit vous-même ce chiffre qui m'a impressionné, hein, 30% du temps, 6% de réduction. Mais c'est magnifique comme donnée pour prouver que les grands plans théoriques écrits dans les livres ne nous apporteront pas grand-chose. Allons sur le terrain, allons. J'aurais tellement espéré, et je venais écouter ça de votre part, je venais écouter dans cette conférence, qu'est-ce que nous pouvons faire? Comment faire en pratique? Et moi, vous m'avez donné, pardonnez-moi, hein, ce n'est vraiment pas contre vous que j'en ai, pas du tout, mais vous m'avez donné un exposé global de tout ce que j'entends depuis 70 ans. Enfin, j'ai 70 ans. Oui. Voilà. Bon, Raymond, on reconnaît ton enthousiasme en tout cas. Il y a un message de M. Vama Cissé qui dit que la mortalité au Bénin est de 351. 391. Oui. Alors, Monsieur Diallo, votre micro est ouvert, je crois. Bien, merci beaucoup. Je disais que je félicitais le présentateur et les organisateurs et que je voudrais dire avec insistance que j'ai applaudi. J'ai écouté toute la conférence et j'ai applaudi surtout quand on a abordé le chapitre ou le volet sur la SDMPR, donc surveillance d'essais maternels, périnatales, etc. Parce que là, je m'attendais à savoir ou à entendre, est-ce qu'il y a quelque part où quelque chose a été fait et comment, si on a réussi. Je rejoins en cela mon professeur Najar là-bas, mais c'est le comment que nous attendions pour savoir comment on va faire. Parce que, en réalité, une des constantes de nos pays, je suis au Sénégal, je vous rappelle, je suis au Sénégal, je suis sénégalais.
une des constantes, c'est d'abord que le pays n'a pas de politique de santé. C'est du couper-coller, c'est du rafraîchir par-ci, par-là, réchauffer, et puis c'est tout. C'est la politique qui doit guider tous les plans dont on a parlé ici et tout ce qu'on a décliné ici devrait rentrer d'abord ou en tout cas découler d'une politique qui est bien faite, bien pensée pour le pays, pas pour l'OMS, pas pour les autres partenaires, pas pour ceux qui ont l'argent, etc. Non, c'est le pays qui doit élaborer sa propre politique de santé et à partir de cette politique de santé, en faire découler le comment et le combien et le quand. Ce que je n'ai pas entendu. Merci. Je m'attendais à ce qu'il y ait plutôt une étude de cas, par exemple, je donne juste des exemples, hein, mais vous en avez plus que moi là. Nous avons à côté ici le Cap-Vert, nous avons le Rwanda, nous avons l'île Maurice, etc., etc. Je m'arrête là. Mais c'est comment est-ce que dans ces pays-là, on est arrivé à résoudre le problème lancinant de décès maternel et de décès du nouveau-né. Comment? Qu'est-ce qui a été fait? Comment ils l'ont fait? Combien ils ont dépensé? Et comment ça s'est terminé? Par exemple, si je prends mon propre pays, je ne veux pas dire jusqu'à ce qu'on ne connaisse pas le système de santé, non, on le connaît. Mais ce qui manque, ce sont les données critiques, les données détaillées, l'analyse fine de ce système, de ce qui contribue au problème lancinant dont on parle ici. Parce que la mortalité maternelle et la mortalité néonatale, ce sont les standards de mesure du système de santé. Si on n'a pas ça, on ne peut pas mesurer le système de santé. Or, ça, on ne l'a pas. Donc, les données démographiques, socio-démographiques et socio-sanitaires, ce sont des données préalables qu'il faut avoir et ce sont ces données-là qui doivent informer l'élaboration des politiques et ce sont les politiques qui doivent informer les plans et programmes dont j'ai entendu parler. L'accumulation seulement, la juxtaposition de plans de développement, de plans d'accélération, de programmes de ceci, mortalité, ça ne fait pas une politique. La politique, c'est différent des plans. Alors, je voudrais insister pour dire que, c'est juste pour dire, il y a un volet, par exemple, sur lequel je suis sûr qu'on devrait creuser encore davantage. Ce dont on parle de personnel professionnel, de personnel qualifié, etc., etc. Le système de santé, par exemple, au Sénégal, il est rempli de personnel. Les différentes catégories qu'il y en a là-bas, je crois qu'au moins il y en a 8, minimum. Est-ce que tout ce personnel-là travaille dans le même sens? Est-ce que tout ce personnel-là est motivé pour faire le travail pour lequel ils sont là-bas ou bien ils sont là-bas pour d'autres choses? Est-ce qu'ils sont recrutés parce qu'ils sont compétents ou bien ils sont recrutés selon d'autres voies que je n'ose pas dire ici? Vous voyez? Donc, il y a des problèmes là sur lesquels on n'a pas insisté et on ne parle que des ratios. On ne parle pas de taux. Mortalité maternelle, c'est un ratio. Mortalité c'est des ratios et tout ça là. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les données. Et on n'a pas les données parce qu'on n'investit pas dans ce domaine-là. Et donc, ceux qui viennent nous aider, ils viennent simplement se greffer sur ce qu'on leur a présenté. S'il n'y a pas de politique, ben, ils vont aider comment peut-être mettre de l'argent, saupoudrer de l'argent par-ci, par-là pour qu'on fasse telle ou telle activité, même si ça ne répond pas. La définition des cibles doit être une définition par pays. Ce n'est pas une définition qu'on prend comme ça, copiée dans les livres et collée dans nos programmes. Ça ne marche pas, ça. Donc, je voudrais m'arrêter là en disant simplement qu'il est difficile d'énoncer ce que l'on conçoit mal et il est difficile de résoudre un problème qu'on n'a pas bien cerné. Nous, c'est cerner le problème qui est notre... Ensuite, dire le comment. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Diallo. Mais écoutez, on va être obligé de s'arrêter là parce que l'enregistrement va s'interrompre. Simplement, tout d'abord, s'il y a des personnes qui ne font pas partie de notre listing, n'hésitez pas à vous m'envoyez un mail et je vous ajoute à la liste. Surtout, n'hésitez pas. Et puis, je voudrais vous faire part de la prochaine conférence. On va changer complètement de sujet. Ce sera jeudi prochain, jeudi 19 juin. Le professeur Antoine Flao, qui est à l'Université de Genève, certains d'entre vous le connaissent sûrement, qui va nous traiter de la géopolitique de la santé mondiale en 2025. Je lis les 3 lignes qu'il a écrites. Nous vivons dans un monde troublé et complexe qui connaît une instabilité croissante, des menaces inédites depuis plusieurs décennies,
liées notamment à la reprise des conflits armés sur le sol européen, l'exacerbation des tensions au Moyen-Orient, une politique étrangère erratique conduite par la plus grande puissance économique et militaire du monde. Cette conférence dressera un tableau factuel des conséquences sanitaires et géopolitiques de la diminution de l'aide officielle au développement dans le monde et discutera dans ce cadre de l'importance de l'accord sur la prévention, la préparation et la lutte contre les pandémies approuvé récemment par l'OMS en mai dernier à Genève. Ce sera donc une conférence très intéressante. En tout cas, merci à vous tous. La discussion, l'exposé de Simon était vraiment excellent et il a apporté une discussion très riche, contradictoire sur certains points, contradictoire non pas sur l'exposé lui-même, mais sur le contenu de l'exposé en particulier. C'était très intéressant. Merci à tous et à la prochaine conférence. Au revoir à tous. Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au Merci. revoir à Au tous. revoir. Au revoir. Merci. Au revoir, au revoir et à la prochaine. Et merci. Vous aurez l'enregistrement hein, sur le site. Et au revoir. À la Au prochaine. revoir. C'est bon?